Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team de Zéro. Avec vous, comme vous en avez l'habitude, Francis à la présentation. Et nous allons débriefer cette nouvelle soirée de Ligue des Champions. Alors, le Paris Saint-Germain champion en titre. Je répète, le Paris Saint-Germain champion en titre. Je ne sais pas pour vous, mais quand cette phrase sort de ma bouche, j'ai toujours du mal à réaliser qu'effectivement, le Paris Saint-Germain a une étoile. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, je vous invite à le dire dans les commentaires, mais je vous avoue que je n'ai aucun antagoniste par rapport au Paris Saint-Germain, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours du mal à croire qu'ils sont champions en titre et qu'ils ont une étoile. Mais bon, donc je vais répéter pour la troisième fois, le Paris Saint-Germain champion en titre faisait donc sa rentrée des classes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que lors de leur réception au Parc des Princes de l'Atalanta Bergame, nous avons tout simplement assisté à une boucherie. Malgré les absences de Ousmane Dembélé, futur Ballon d'Or, sauf s'il y a tricherie comme la saison dernière, et de Désiré Doué qui a été auteur d'un doublé en finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a très bien entamé son match et par une action qui démontre le travail qui a été effectué par Luis Enrique, ils vont très vite récupérer le ballon grâce à leur pressing habituel dans la partie de la zone adverse de l'Atalanta Bergame et sur un centre de Visca Kvaratskhelia, Marquinhos qui était au départ de l'action sera donc à la conclusion pour l'ouverture du score. Après cette entame de match qui était déjà catastrophique, au fur et à mesure, les joueurs de l'Atalanta Bergame vont réussir à remonter leur bloc équipe. Voilà, ils vont essayer d'opposer une certaine résistance au Paris Saint-Germain, mais sur une action individuelle d'un joueur qui était normalement incertain pour ce match suite à sa sortie sur blessure contre le RC Lens, Visca Kvaratskhelia, va réussir sur un geste technique à mettre en difficulté les défenseurs adverses et sur une magnifique frappe de balle, il va doubler la mise et permettre au Paris Saint-Germain de partir avec 2 buts d'écart. Par la suite, fort de ce deuxième but inscrit par Visca Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain va obtenir un penalty sur une faute de Moussa, le joueur de l'Atalanta Bergame sur Marquinhos. Et c'est Bradley Barcola qui va se charger de tirer le penalty. Rien qu'à sa course d'élan et la manière avec laquelle il regardait sans arrêt l'arbitre avant de tirer le penalty, sa gestuelle montrait qu'il n'était pas prêt à pouvoir mettre ce penalty au fond. Et ce qui devait arriver arriva. Et justement, le penalty a été très mal frappé par Bradley Barcola qui va donc louper l'occasion de permettre au PSG d'avoir une avance de 3 buts d'écart avant la mi-temps. Et surtout, il va louper l'occasion d'inscrire un autre but en Ligue des Champions. Et pour moi, cette occasion de Bradley Barcola, c'est-à-dire ce penalty raté, montre toute la différence qu'il y a entre lui et Visca Kvaratskhelia, car je tiens à préciser que la saison dernière, Visca Kvaratskhelia est arrivé durant le mercato hivernal et il a réussi à prendre la place de Bradley Barcola. La différence fondamentale qu'il y a entre les deux joueurs, autant je trouve que Bradley Barcola a plus de capacité de scorer, c'est-à-dire qu'il a plus de capacité de par son jeu de marquer beaucoup plus de buts que Visca Kvaratskhelia et de faire beaucoup plus de passes décisives par rapport à Visca Kvaratskhelia. Voilà. Par contre, là où Visca Kvaratskhelia a un avantage par rapport à lui, c'est que Visca Kvaratskhelia, il a une capacité à élever son niveau de jeu chaque fois que le moment le demande. Ça veut dire que c'est un joueur de moment, c'est un joueur de grandes occasions. Et lors des grandes occasions, vous pouvez être sûr et certain que vous pourrez toujours compter sur Visca Kvaratskhelia. Par la suite, en seconde période, Nuno Mendes, sur une action individuelle, va réussir à marquer le troisième but du Paris Saint-Germain. C'est vrai que là où il a mis le ballon, c'était improbable. Il y a aussi une erreur du gardien, car normalement, un gardien ne doit jamais encaisser un but sur son premier poteau. Ça, c'est la base de l'école de football pour les gardiens. Et ensuite, le super sub, le seul homme au monde qui marque beaucoup plus de buts lorsqu'il est remplaçant par rapport à lorsqu'il est titulaire,
Gonzalo Ramos va donc réussir à inscrire le quatrième but. Je tiens à préciser que dans la composition de départ, malgré l'absence d'Ousmane Dembélé et Ousmane Ballon d'Or, Gonzalo Ramos était remplaçant puisque c'est Mayulu qui a été préféré à Gonzalo Ramos. Et la meilleure façon de répondre de la part du goleador portugais, c'était justement d'inscrire son but. Donc, vous l'aurez compris, le Paris Saint-Germain n'a pas forcé son talent. Superbe victoire. Et cette victoire montre à quel point le Paris Saint-Germain a progressé. Quand on se souvient qu'il y a un an, jour pour jour, ils faisaient leur premier match contre, si je ne m'abuse, Girona ou Riron, je me souviens pas trop du club, où ils ont galéré et ils ont marqué un but à la dernière minute du temps additionnel sur un but contre son camp du défenseur adverse. Là, c'est une victoire maîtrisée, voilà, une entrée maîtrisée. Les points positifs, c'est justement le très beau match de Visca Kvaratskhelia qui s'en sort avec un but et une passe décisive et il termine homme du match. Pour l'instant, son début de saison était mitigé, mais comme je l'ai dit tantôt, lors des grandes occasions, on peut toujours compter sur Visca Kvaratskhelia. Voilà. Autre point positif, c'est la capacité du Paris Saint-Germain à répéter les efforts, à garder les mêmes principes que la saison dernière, à savoir du pressing contre pressing, et une faculté à avoir des attaques rapides et un jeu de transition très élevé. Voilà. Le petit point noir, c'est la blessure de Joao Neves. Voilà. Depuis quelque temps, le Paris Saint-Germain fait face à une cascade de blessures, car une fois de plus, après Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Beraldo, Kang Lee, qui est quand même rentré en seconde période, c'est au tour de Joao Neves de répondre absent de par sa blessure. On espère que ça ne sera pas grave. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain fait une très bonne entrée. De son côté, l'Atalanta Bergame perd donc ce match. Malheureusement, cette équipe fait de la peine à voir. Quand on se souvient qu'il y a 2 ans, cette équipe a mis l'Europe en difficulté de par le titre en Ligue Europa, voilà, et que même en Ligue des Champions, ils avaient tendance à être, comment je peux dire, un poil à gratter assez difficile à battre. Déjà là, avec le départ de leur coach emblématique, Gasperini, et surtout la bisbille qui les oppose à Ademola Lookman qui voulait partir, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Atalanta Bergame est décidément en perdition. Qu'il en soit, le Paris Saint-Germain fait donc une très belle rentrée des classes face à l'Atalanta Bergame et prépare donc son match face au FC Barcelone de la meilleure des façons. Et je crois qu'ils sont prêts et ils ont hâte de se déplacer au Nou Camp car ça a été officialisé pour affronter le FC Barcelone. En tout cas, amis parisiens, dites-moi dans les commentaires si vous avez été satisfait par la rentrée des classes du Paris Saint-Germain. Alors, un autre match qui était très attendu, c'était le choc entre le Bayern de Munich qui recevait à l'Allianz Arena les Blues de Chelsea. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce match a tenu toutes ses promesses. Dès l'entame de match, le Bayern de Munich à domicile va mettre une pression folle face à cette défense des Blues de Chelsea. Et sur un coup de pied arrêté, très bien placé, Joshua Kimmich va décaler Michael Olise qui va adresser un centre millimétré dans la surface. Et malheureusement pour les Blues de Chelsea, c'est le défenseur Chalobah qui va inscrire un but contre son camp. 7 minutes plus tard, sur une autre occasion, une autre perte de balle des Blues de Chelsea, Harry Kane sur un déplacement et un positionnement sur Moses Caicedo. Le jeu de corps d'Harry Kane va permettre au goleador bavarois d'obtenir un penalty. Penalty que Harry Kane va se charger de transformer. Après ce deuxième but de Prince Harry, les Bavarois pensaient qu'ils avaient le match entre de bonnes mains, mais sur une magnifique contre-attaque, Cole Palmer va accélérer, il va décaler Malo Gusto sur le côté, qui va faire une passe en retrait ou alors un centre en retrait pour le même Cole Palmer, qui va tout simplement ouvrir son pied pour le 2-1. Je tiens à préciser que ce but est la copie conforme de pratiquement les 2 buts marqués par Cole Palmer lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Et à ce moment-là, le jeune joueur anglais pensait climatiser la Lance Arena, mais c'était sans compter sur la classe, la combativité et la détermination à la gagne du Bayern de Munich qui, en seconde période, sur une nouvelle erreur, cette fois-ci de Malo Gusto,
Prince Harry va tout simplement punir la défense des Blues de Chelsea pour le 3-1. Je tiens à préciser que c'est le 10e but de compétition confondu d'Harry Kane qui est déjà en train de prendre le leadership des meilleurs buteurs, toutes compétitions confondues, et qui vient d'inscrire un doublé en Ligue des Champions. Et c'est ainsi que le Bayern de Munich va donc s'imposer sur le score de 3-1. Grosso modo, le Bayern de Munich a obtenu une victoire plutôt méritée. On a senti quand même qu'il y avait un certain niveau d'écart entre les deux équipes. N'oublions pas que le Bayern de Munich, c'est un 6 fois vainqueur de la Ligue des Champions. C'est quand même un monstre sacré. Et une stat qui illustre la domination et la place de monstre sacré du Bayern de Munich en Ligue des Champions. Depuis 2003, le Bayern de Munich a toujours remporté chacun de ses premiers matchs en Ligue des Champions. Je répète, depuis 2003, le Bayern de Munich a remporté tous ses premiers matchs ou tous ses matchs d'ouverture en Ligue des Champions. Ils n'ont pas fait des matchs nuls, ils n'ont pas perdu que des victoires depuis 2003. Ça vous montre à quel point le Bayern de Munich est justement un monstre sacré de la Ligue des Champions. Les points positifs, Michael Olise qui a été une fois de plus performant, même si il est à l'origine de la réduction du score de Cole Palmer, vu que c'est lui qui a perdu la balle, mais il a toujours ce côté décisif, soit par les buts, soit par les attaques, soit par la passe. Voilà. Harry Kane a fait du Harry Kane. Prince Harry a tout simplement puni cet adversaire à chaque fois qu'il en a eu l'occasion. Donc, en grosso modo, sur le plan collectif et individuel, les joueurs du Bayern de Munich ont plutôt fait une bonne prestation. Voilà. Du côté de Chelsea, le point positif, c'est Cole Palmer. Ce mec a un pied gauche digne de Arjen Robben parce que moi, chaque fois que je le vois utiliser son pied gauche me rappelle, il a la même facilité que Arjen Robben avait à son temps. Quand vous voyez le but qu'il a inscrit, on a vraiment l'impression qu'il ne force pas son talent. Il a mis la puissance qu'il faut et la précision qu'il faut, tout simplement une sorte de caresse pour pouvoir mettre la balle au fond. Les points négatifs, c'est qu'on a senti sur le plan athlétique et sur le plan de l'intensité, de l'agressivité, les joueurs de Chelsea en difficulté, voilà. Et de par l'effectif pléthorique qu'ils ont, on se rend encore compte que les joueurs ont du mal à collaborer tous ensemble, car il y a tellement d'allées et de venues de départ et d'arrivées qu'ils ont du mal à se construire une ossature plutôt forte. Mais c'est quand même une défaite qui est plutôt encourageante, car ils n'ont perdu que 3-1 à l'Allianz Arena, et la plupart des buts, même s'il y avait la pression du Bayern, étaient des buts quand même assez offerts. Un autre match qui était assez attendu, c'est le choc entre les Reds de Liverpool qui recevaient à Anfield Road les Colchoneros de l'Atlético de Madrid. On se souvient qu'en 2020, Liverpool, champion de titre, car ils ont gagné la Ligue des Champions en 2019, avait été éliminé à domicile face aux mêmes joueurs de l'Atlético de Madrid, plutôt face à la même équipe de l'Atlético de Madrid, qui était toujours coaché par El Cholo Simeone. Et l'Atlético de Madrid s'était imposé en prolongation, 3-2, sur un but de Alvaro Morata en prolongation. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ce qui a fait office de mémoire pendant ce match-là, c'était justement ce commentaire. Écoutez. Là, le miracle ne sera pas au rendez-vous. Côté Liverpool, le Cholismo n'est pas mort. Le Cholismo vit toujours. Le Cholismo de cet homme-là, Diego Simeone. En tout cas, ça nous rappelle d'excellents souvenirs. Donc là, les joueurs d'Arnaud Slot avaient à cœur de se venger. Voilà. Et dès l'entame de match, de par la composition, on a justement eu l'équipe de rêve avec la titularisation d'Alex Isak en tant qu'avant-centre. À droite, on avait Mo Salah, à gauche, Cody Gakpo, et juste derrière l'attaquant, en tant que meneur de jeu, on avait tout simplement Florian Wirtz. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Arnaud Slot a mis l'équipe de rêve et on a assisté à un match électrique. Dès la 4e minute, sur une frappe, sur un coup franc de Mo Salah, Andrew Robertson va détourner le ballon, ce qui va tromper Jan Oblak pour l'ouverture du score. Le but a été attribué à Robertson, mais lorsqu'on regarde le ralenti, on voit très bien qu'il fait tout justement pour éviter le coup franc du pharaon égyptien. Mais malheureusement, le but est attribué à Andrew Robertson, même si moi j'aurais préféré qu'il soit attribué à Mo Salah. Mais bon, ce n'est pas grave.
en toute grandeur nature, le pharaon égyptien a montré le genre de classe mondiale qu'il était. Et 2 minutes plus tard, à la 6e minute, après l'ouverture du score, dès la 4e minute, Mo Salah va aller de son but. Il a fait sa spéciale, une Mo Salah, pour inscrire son premier but cette saison en Ligue des Champions et surtout son 48e but en Ligue des Champions, ce qui le conforte dans le fait qu'il est le meilleur buteur africain en Ligue des Champions, juste devant Drogba Didier. Ce qui montre à quel point Mo Salah est justement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football africain. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Je ne sais pas parce qu'on a l'habitude de voir que ce sont des joueurs nord-africains qui sont toujours cités parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du continent. Mais je suis désolé, Mo Salah mérite tout autant ce respect-là. Il est vainqueur de Ligue des Champions. Il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Première Ligue et il est le meilleur buteur en Ligue des Champions de l'histoire du continent africain. Pour plus de précision, il est à 88 matchs, voilà, pour 48 buts et 18 passes décisives. Ça vous classe un joueur. Après ce deuxième but de Liverpool, le match était plutôt calme et on avait l'impression que les Reds de Liverpool étaient partis pour éclater cette équipe de l'Atlético de Madrid. Mais durant le temps additionnel de la première mi-temps, Llorente va réussir à réduire le score sur une magnifique passe de Raspadori, voilà. Et en seconde période, les joueurs de Liverpool ne vont pas assez accélérer. Le match va quelque peu s'endormir et baisser de rythme. Et sur une frappe contrée de Llorente, l'Atlético de Madrid va donc égaliser. Et là, on se dit qu'on a encore une fois de plus Liverpool qui se fait rattraper au score après avoir mené. Mais surtout, ça nous rappelle le match, comme je vous ai dit tantôt, de 2020 où Liverpool menait 2 buts à 0. Ils se sont fait rattraper par l'Atlético de Madrid et on se dit qu'avec un peu de chance, ATM, vu qu'ils ont le momentum, pourront repasser au score. Mais comme vous le savez, les grandes équipes adore les belles histoires et durant le temps additionnel, le capitaine Virgil van Dijk, d'une tête rageuse, va réussir à prendre le dessus sur le Normand pour inscrire le 3e but, synonyme de victoire des Reds de Liverpool. En tout cas, ces derniers temps, Liverpool nous a habitués à marquer des buts durant le temps additionnel. On se souvient du Fergie Time où Manchester United réussissait toujours à faire la décision durant le temps additionnel. Depuis quelque temps, Arne Slot réussit aussi à faire en sorte que son équipe puisse être toujours aussi déterminante durant le temps additionnel. On se souvient de leur but durant le temps additionnel lors de la victoire contre Bournemouth. Par la suite, ils ont fait pareil en allant arracher la victoire à St. James Park contre Newcastle. Et là, ils ont fait pareil en réussissant à marquer un 3e but ravageur durant le temps additionnel. Je crois que le moins que l'on puisse dire, c'est que désormais, on peut peut-être parler du slot time. Alors, les points positifs de ce match, c'est Florian Wirtz qui retrouve petit à petit son niveau. Il a eu un début de saison assez mitigé, mais depuis quelques matchs, surtout depuis le précédent match en championnat, il retrouve un peu plus de rythme et un peu plus de consistance et il arrive de mieux en mieux à se connecter avec ses coéquipiers. Un autre point positif, c'est Mo Salah que j'ai senti en jambes. N'oublions pas que c'est un joueur d'un certain âge. Et là, il a toujours cette même capacité de vitesse d'exécution et surtout de précision et de ce caractère décisif dans les moments importants. Voilà. Sur les coups de pied arrêtés, ils ont pratiquement remporté tous les coups de pied arrêtés, que ce soit Konaté ou encore Virgil van Dijk. Un autre point positif, c'est Dominic Szoboszlai, voilà, qui normalement était parti pour être remplaçant vu l'effectif des Reds de Liverpool, mais il fait un excellent début de saison et montre le côté indispensable qui est le sien. Par contre, les points négatifs, c'est Alex Isak. On a senti qu'il manquait de rythme, voilà. Il n'était pas totalement synchronisé avec ses coéquipiers. Je pense même que c'était une erreur de le faire rentrer et de le titulariser dès le début de match. Je crois qu'il aurait été beaucoup plus souhaitable qu'il entre en fin de match. Il était totalement en manque de rythme. Mais bon, normalement, ça devrait venir avec le temps, étant donné qu'il n'a pas eu de préparation spécifique. Il s'est entraîné tout seul, vu qu'il a essayé de boycotter et de gréver
pour rejoindre les restes de Liverpool. Autre point négatif, Liverpool encaisse beaucoup trop de buts depuis le début de saison. Ces 2 derniers matchs en championnat, ils ont réussi à terminer les matchs sans encaisser de buts, mais là, ils sont repartis de plus belle avec 2 buts encore encaissés et ils ont des sautes de concentration et de régime qui font en sorte que même lorsqu'ils réussissent à mettre l'adversaire très loin en termes de score, ils baissent tellement de régime qu'ils finissent toujours par se faire attraper à un moment donné. Donc ça, il va falloir le corriger. Du côté de l'Atlético de Madrid, une fois de plus, on a senti une équipe qui, en termes d'effectifs, on a l'impression qu'il peut faire quelque chose d'intéressant, que ce soit à travers les joueurs tels que Sorloth, tels que Llorente, auteur d'un doublé, Antoine Griezmann, ou encore Barrios, ou pour ne citer que, ou Thiago Almada. Mais à chaque fois, on a l'impression que l'effectif qu'ils ont est capable de faire des miracles, mais ils sont tellement réducteurs en termes de jeu, et je crois que ce sont des consignes qui sont données par leur entraîneur, qui sont toujours en train de réagir chaque fois qu'ils sont menés au score. On a l'impression que tant qu'ils ne sont pas menés au score, ils vont se contenter de ne rien faire et d'attendre l'adversaire dans leur camp. Et je crois que c'est l'une des choses qui met en difficulté cette équipe. Un autre point négatif, c'est Cholo Simeone, qui est beaucoup plus intéressant en termes de spectacle et de show. Il a encore réussi à se faire expulser, car le plus important pour lui quand son équipe est en train de perdre, c'est de détourner l'attention en faisant des choses qui vont faire en sorte qu'on ne parle pas de la défaite, mais de lui. Donc, c'est un autre point négatif de cette équipe-là. Bref, les amis, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette équipe de Liverpool va réussir au fur et à mesure que le temps va passer à élever son niveau de jeu et être redoutable par rapport aux plus de 550 millions d'euros qu'ils ont dépensés en coût de transfert. Car pour l'instant, je trouve que c'est assez mitigé. Le plus important, c'est la victoire. Ce sont les 3 points. Et pour l'instant, ils sont toujours invaincus car ils n'ont que des victoires. C'est la moindre des choses vu l'argent qu'ils ont dépensé. Alors, on va terminer ce débrief avec l'équipe de l'Ajax Amsterdam qui recevait justement les Nerazzurri de l'Inter de Milan. L'Inter de Milan est sur un passage qui est plutôt mitigé. Ils ont enchaîné successivement la perte de Scudetto la saison dernière, la défaite incroyable contre le Paris Saint-Germain, 5-0, et surtout l'élimination en Coupe du Monde des clubs par le club brésilien du Fluminense. Et leur début de saison est quelque peu mitigé car en 3 matchs, ils enregistrent une victoire pour 2 défaites. Et là, ils se déplaçaient du côté d'Amsterdam sans leur meilleur joueur, Lautaro Martinez, qui souffrait d'une douleur au dos. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les hommes de Christian Kivu avaient de la pression avant le début de ce match. Mais grâce à Marcus Thuram, qui a réussi à porter cette équipe des Nerazzurri sur son dos, il a donc inscrit un doublé pour donner la victoire sans appel à l'Inter de Milan, qui s'en sort donc dans l'enfer d'Amsterdam avec une victoire 2-0, comme vous le savez. Il n'est jamais facile de s'imposer du côté du terrain de l'Ajax Amsterdam. C'est un club qui a une philosophie de jeu qui est ultra offensif. Donc, si on n'est pas concentré, on peut facilement se faire avoir. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les hommes de Christian Kivu ont pu gérer le match. Voilà, victoire 2-0. Je ne suis pas convaincu par le match, par leur prestation, car c'est 2 buts sur coup de pied arrêté. Mais le plus important, c'est les 3 points. En tout cas, tout comme la journée du mardi soir, cette soirée de mercredi a été plutôt intéressante. On a assisté à des matchs intéressants les uns des autres. Et pour l'instant, tous les favoris ont répondu présent. Ils n'ont enregistré que des victoires. Voilà, ça montre à quel point cette saison de Ligue des Champions va être énormément disputée. On verra comment jeudi soir, il y aura effectivement une nouvelle journée, une nouvelle soirée, pardon, de Ligue des Champions. Le FC Barcelone, qui est tant attendu, va se déplacer à St. James Park pour affronter les Magpies de Newcastle. Normalement, Lamine Yamal devrait être forfait. Malheureusement, il est incertain pour ce match, pour ne pas dire qu'il est forfait. Et un autre match qui attire notre attention, qui sent et qui a un parfum de retrouvailles, c'est le Napoli de Kevin De Bruyne et de Frank Zambo-Anguissa qui va se déplacer du côté de l'Etihad Stadium pour affronter les hommes de Pep Guardiola et de Erling Haaland du côté de Manchester City. Bref, les amis, nous sommes donc arrivés au thème de cette émission. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin que nos vidéos soient suggérées à d'autres personnes, à mettre un j'aime et surtout à partager.
Prenez soin de vôtres.